Miraculeux. Il n'y a pas d'autre mot. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, on va parler du débrief du match entre Dortmund et le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain. Match nul, un but partout en Allemagne. C'est parti. Alors avant tout, je tenais à remercier vous remercier de votre présence et votre soutien encore une fois. Ça faisait quelques jours que j'avais pas fait de vidéo, vous inquiétez pas, tout à l'heure, après cette vidéo-là, vous aurez le droit à ma vidéo top sur les pires Pokémon de type Psy, pour la parenthèse de mes tops sur vidéo top sur Pokémon. Voilà, c'est tout. On va commencer assez vite et bah très honnêtement, on peut dire que ça tient du miracle. Pourquoi ça tient du miracle justement? Pourquoi ça tient du miracle justement? Parce que je trouve que le PSG, malgré tout, fait un gros match ce soir. Le PSG fait un gros match, mais se laisse encore une fois submerger en début de seconde période. Il va falloir quand même régler ça avec le Paris Saint-Germain et les autres équipes, grosses écuries françaises, hein, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe d'Europe, parce qu'à chaque fois que ça domine une première période, la seconde mi-temps, c'est le début de seconde période systématiquement, c'est catastrophique, il n'y a rien qui va. Alors bon là ça n'a pas duré longtemps parce que 5 minutes après il y a eu le but de Warren. D'ailleurs on va en parler de Warren et les gens ne seront pas d'accord avec moi mais je maintiens ce que je dis depuis des mois sur ce cas-là. Zahir Emery au Paris Saint-Germain. Mon seul point de cette rencontre, c'est que Ousmane Dembélé a manqué. Voilà, tout simplement. Parce que Ousmane Dembélé vendange beaucoup aussi, que ce soit comme Mbappé, il vendange beaucoup euh, ses occasions. Mais je suis désolé, à un moment, faut arrêter. Faut arrêter parce que Dembélé vendange beaucoup également. Et moi, j'en ai marre qu'on tape sur Mbappé, alors qu'il y a d'autres joueurs sur ce match-là hier qui n'ont pas été bons du tout. Et on va en parler. Et on va en parler parce que dire que certains joueurs ont participé au jeu ou ont proposé des choses, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pour moi. Les points positifs, malgré tout, c'est quelque part l'état d'esprit global du PSG de la première à la 96e minute. Même si, bon, on va dire que les 5 dernières minutes ont été honteuses parce que le PSG ne sentant plus le vent dans le dos de Newcastle, bah, a joué petit bras. Et ça, par contre, je trouve que c'est un scandale de la part de Luis Enrique d'avoir tenté une tactique comme ça. Parce que résultat, le résultat était pas forcément encore acquis parce que Newcastle aurait très bien pu égaliser puis gagner le match contre Milan 3 buts à 2. Donc ça aurait pu mal se terminer. Et mon dernier point de cette rencontre, c'est l'arbitrage, encore une fois, qui, jusqu'à la deuxième période, en fait, jusqu'au but refusé d'Mbappé, faisait un bon match. L'arbitre. Voilà, mais après, il a totalement perdu pied, il a totalement perdu le contrôle sur le match. Parce que à chaque contact, t'avais des joueurs qui parlaient à l'arbitre. T'avais des joueurs que ce soit ceux du Paris Saint-Germain ou ceux de Dortmund au moindre contact. Un gna gna carton, un gna gna il m'a fait ça, un gna gna carton machin, c'est bon, arrêtez un peu. Faut arrêter parce que les joueurs disent qu'on peut pas parler à l'arbitre, mais en même temps tous les joueurs vont vers l'arbitre pour parler. Ah mais lui il m'a fait une faute, ah machin ceci cela, ah y a main, c'est bon, stop, arrêtez un peu, arrêtez. Alors je veux bien que des fois quand t'es dans la surface tu veux réclamer un penalty et tout ça, mais
Déjà, pour moi, il y a 2 pénaltys non sifflés pour le Paris Saint-Germain hier. Mais mis à part ces 3 grosses erreurs, pour moi, j'ai revu l'image. Moi, je comprends pas pourquoi je comprends toujours pas pourquoi il y a hors-jeu. Parce que, ok, il y a une partie du corps de Mbappé qui est devant. Mais tu vois que quand même, sur la partie du corps qui est devant, on voit qu'il y a la main du défenseur central de Dortmund qui couvre légèrement Mbappé, qui est légèrement devant le bras de Mbappé. Donc ça, je ne comprends pas. Et ça, pour moi, c'est un scandale. C'est un scandale sans nom. Après, vous me reprendrez dans l'espace commentaire. Alors, il n'y avait peut-être pas tous les angles et tout ça. Mais moi, je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas normal. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas normal. Voilà. On va noter maintenant les joueurs. Avant tout, quand même, je tiens à féliciter quand même Dortmund, les joueurs de Dortmund quand même, parce que mis à part, euh, moi Hummels c'est Ben Sebaini, à part Hummels c'est Ben Sebaini, enfin à part Ben Sebaini et Brandt, à qui j'ai pas aimé leur match. J'ai aimé le match de Dortmund quand même parce ils se sont pas reniés, ils ont joué le coup à fond. Ils ont joué pour gagner, pour conserver la première place. Et quelque part, ça, c'est à mettre à leur crédit. On va noter les joueurs du Paris Saint-Germain. Et on va commencer par Donnarumma. Alors Donnarumma, pour qui j'étais contre sa place de titulaire en Ligue des Champions par rapport à ce qui s'est passé contre le Havre en Ligue 1. Mais je l'avais fait remarquer à beaucoup de fans du Paris Saint-Germain sur Instagram et tout. Et ils m'ont dit non mais t'es fou, Donnarumma il est fort. C'est pas parce qu'il fait 3-4 boulettes en 3 matchs de suite que ça y est, faut remettre en question son statut de titulaire au Paris Saint-Germain. Et techniquement, il avait raison. Il avait raison. Mais je suis désolé, mais quand t'es un gardien et quand t'es un gardien d'une équipe qui est d'une sélection qui a été championne d'Europe en sélection, où tu as été élu meilleur gardien, je crois même il me semble qu'il a été élu meilleur joueur de l'Euro, Donnarumma, et, et pourtant avec l'Italie, quand on le voit dans son jeu au pied, il est bon. Dans son jeu au pied avec l'Italie, il est bon. Alors pourquoi au PSG il fait pas ça. Au PSG, il fait pas ça. Il est pas rassurant sur son jeu au pied. Et pour moi, à l'ère du football moderne, tu dois être bon dans ton jeu au pied. C'est quand même pas trop demandé. Je veux bien qu'un gardien soit bon au niveau de ses prises de balles aériennes sur le fait de se jeter dans les pieds de l'attaquant pour prendre le ballon. Je veux bien qu'un gardien sur les frappes, il doit arrêter les ballons pour les arrêts, il doit être présent. Je veux bien, mais un gardien doit être bon dans les jeux au pied. Parce que si c'est pour retourner à un football de gardien ou retourner à un football où les gardiens ne sont pas bons dans le jeu au pied à l'ère de maintenant, c'est non, je ne veux pas. Voilà. Parce que ne pas être bon au jeu au pied à l'ère de maintenant, c'est stressant, ce n'est pas possible. Parce que même par exemple Hugo Lloris qu'on a beaucoup critiqué, qui nous a quand même pratiquement à lui tout seul ramené le titre de champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, et ben quand même il avait un Donnarumma, il est supérieur à Donnarumma dans le jeu au pied. Parce que même si de temps en temps il faisait quelques boulettes, la boulette contre la Suède en qualification, juste avant la Coupe du Monde 2018, on aurait pu ne pas aller en Coupe du Monde. Bah ça a été dur. Ça a été dur. Vraiment, ça a été dur. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous fait une boulette en finale. Mais sinon, tout le reste de la compétition en 2018, il nous fait masterclass sur masterclass. Il est excellent. Et voilà. Bon, après, il revient après la Coupe du Monde, il revient à Tottenham. Il enchaîne les boulettes. Il enchaîne. Et malheureusement, il est plus du tout dedans. Et bon, après,
il arrête sa carrière internationale après le dernier Euro et enfin, juste avant enfin juste après la dernière juste après la dernière Coupe du Monde, il arrête, même si bon, en 2022, il fait une très très bonne Coupe du Monde du Lloris. Donc, donc moi, je remercie Hugo Lloris quand même pour sa carrière et pour ce qu'il nous a apporté au-delà de ses boulettes. Mais là, je vais rendre une mention spéciale à Donnarumma parce que au-delà de son jeu au pied qui n'a pas toujours été très rassurant dans le match, j'ai aimé le match de Donnarumma. Donnarumma, il devait répondre présent parce que quand j'ai vu la compo et que j'ai vu Donnarumma dans les buts, je me suis dit bon, je suis contre sa place de titulaire. Moi, j'aurais mis Tenyas à sa place. J'aurais mis Arnaud Tenyas, lui qui était là contre le Havre. D'ailleurs, Donnarumma sera encore suspendu pour le match de ce week-end en Ligue 1. Donc voilà. Et là, on va reprendre les choses sérieuses. On va débriefer les matchs de championnat du PSG, de l'OM et peut-être de l'Olympique Lyonnais aussi. Je sais pas, je vais y réfléchir. On verra parce qu'il y aura un très alléchant Monaco-Lyon ce week-end. Donc j'espère qu'il y aura un bon match. Alors, Donnarumma sur 10, moi je lui mets un énorme 8. Pourquoi? Parce que pour une fois, même si quelquefois dans son jeu au pied il n'a pas été très rassurant, notamment en première période, enfin non pas en première période mais en début de deuxième, ben je trouve que Donnarumma a été excellent sur ce match. Il a été excellent, il devait répondre présent, il a fait beaucoup de parades. Beaucoup d'arrêts qui ont été déterminants notamment sur des grosses patatas de Marco Reus. Je crois qu'il y a même eu des frappes d'Adeyemi. Il y a eu beaucoup de frappes où Donnarumma, certes, devrait normalement être capable à son niveau de les bloquer. Mais quand tu vois la manière dont ça arrive, où des fois ça rebondissait au dernier moment, où il était obligé de s'employer pour dévier la balle. Là, pour une fois, il a fait un très bon match et c'est à mettre à son crédit. J'ai aimé le match de Donnarumma. J'ai aimé le match de Donnarumma. Maintenant, la défense. Je vais, avant de parler des latéraux, pour une fois, je vais commencer par la défense centrale. Et je vais commencer par Skriniar. Que dire de Skriniar? Enfin, Skriniar, un bon match avec le PSG. Enfin, cette charnière centrale qui a été excellente. Alors bon, le début de match de Skriniar et Marquinhos, il est vrai que j'ai eu des retours. On m'a dit ouais mais bon Marquinhos et Skriniar en début de match c'était un peu la panique, ils étaient pas très rassurants et c'est vrai parce que je me remémore le match et c'est vrai que les 10 premières minutes de Skriniar et Marquinhos c'est une catastrophe. Ils étaient paniqués, les relances n'étaient pas bonnes. Alors même si j'ai mieux aimé le match de Marquinhos sur les 10 premières minutes dans le sens où Marquinhos a été légèrement plus rassurant que Skriniar. Parce qu'on voyait que Marquinhos se donnait à fond et il l'a fait pendant tout le match et j'ai kiffé. J'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé. Donc, Skriniar, pour moi, je lui mets un 7 sur 10 parce que Skriniar a fait le boulot. Il a été en mode patron quasiment le reste du match à partir du moment où... Bon, même si sur le but, il doit être plus alerte. Et dites-moi dans l'espace commentaire sur le but qui c'est le fautif, si c'est Marquinhos, Skriniar, Zahir Emery, Donnarumma pour ne pas avoir su se mettre vite au sol pour capter la balle. Ou si c'est Achraf Hakimi sur le but d'Adeyemi en début de seconde période. Bon là vous avez entendu du bruit, c'est normal, mais bon, vous faites pas attention, pour la parenthèse. Donc dites-moi sur le but de Dortmund, sur l'ouverture du score en début de seconde période, qui c'est le fautif. Pour moi, l'unique fautif, c'est Achraf Hakimi, parce que sa manière d'essayer de dégager le ballon,
n'est absolument pas bonne. Hakimi doit faire mieux sans la présence d'Ousmane Dembélé. Voilà, très clairement. Donc Skriniar pour moi c'est un 7 sur 10. Marquinhos pour moi c'est un grand 8 voire 9 sur 10 parce qu'il a été très bon sur le reste du match. Il a été solide, il a été en taille patron. Mais il est vrai que par contre il y a un truc que je ne comprends pas avec lui. C'est que dès que le PSG prend un but ou qu'on sait d'une grosse occasion, il est tête basse. Il ne motive jamais ses coéquipiers. C'est pas l'attitude d'un capitaine. Et pour moi, pourquoi et pour moi, je regrette, mais c'est Mbappé qui doit être le capitaine de cette équipe. Parce que lui, au moins, Mbappé, je l'ai vu à plusieurs reprises, Mbappé, essayer de donner des consignes aux côtés de Zahir Emery, qui a fait le travail et tout. J'ai aimé ça. J'ai vu, en plus, dans l'attitude, curieusement, j'ai vu un bon Mbappé dans l'attitude. Et le fait que Hakimi aussi, on va revenir, je vais mettre 8 à Marquinhos. Et Hakimi, je lui mets 4. Parce que l'attitude d'Hakimi, quand j'ai vu Hakimi dans les 10 dernières minutes, quand on apprend que l'AC Milan a marqué le deuxième but, et qui dit eh oh, calmez, calmez, revenez en arrière, machin et tout ça, et que j'ai vu Mbappé se mettre en colère, il était dans une colère noire, mais tout de suite j'ai compris que ça allait se terminer en nul. Il y avait la place de gagner ce match. Et quand on voit les grosses occasions du Paris Saint-Germain, doit y avoir au moins une victoire 4-1 sur ce match-là. Parce que je suis désolé, au-delà du but largement évitable pris par le Paris Saint-Germain, quand tu vois les grosses occasions, les ratés de Kangin, le poteau de Barcola, l'action où Mbappé il a joué enfin sur ses qualités, où il élimine le gardien, et il y a le retour de, je crois, de Niklas Zoule qui empêche le Dortmund d'être mené 1-0 à ce moment-là. Bah, si tu marques ce but-là, le match il est pas le même. Le match il est vraiment pas le même. Mais bon, avec Dessy, on met Paris en bouteille encore une fois. Mais normalement, Paris en première mi-temps, ça doit être un minimum de 2 ou 3 buts assez net. Et ça doit être une victoire. Là, le mur jaune, il doit être éteint sur ce match-là. Il doit être éteint. Le mur jaune, il doit être éteint sur ce match-là, en partie euh, à cause de la première mi-temps. Voilà, tout simplement. Mais bon, on va retenir une chose et c'est la qualif. On va retenir une chose, c'est la qualif, et j'y reviendrai en fin de vidéo. Donc Hakimi, pour moi, c'est 4 sur 10. J'ai pas du tout aimé le match de Hakimi. Ça prouve que sans Dembélé, sans Ousmane Dembélé, même s'il vendange beaucoup, la complicité d'Achraf Hakimi et d'Ousmane Dembélé dans les combinaisons, dans le jeu de passe, dans la manière d'aborder le match défensivement et offensivement sur ce côté droit, c'est important. Et là, je trouve que c'est inquiétant parce que le fait que si le PSG commence à dépendre d'Ousmane Dembélé et de Zahir Emery, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que si ces deux joueurs-là, Zahir Emery, ne sont pas là et Ousmane Dembélé ne sont pas là, c'est qu'il y a un problème. Et moi, quand je vois qu'Mbappé n'est pas bon, ça va pas. Le PSG ne va pas. Et la preuve, hein, ça a été compliqué offensivement pour le Paris Saint-Germain. Parce que Mbappé a pas fait un grand match hier. A pas fait un grand match. Lucas Hernandez, pour moi, c'est un 8 sur 10 parce que je l'ai trouvé impressionnant défensivement. Pour moi, il a apporté 2-3 situations offensives où il est arrivé vers l'avant. Et j'ai bien aimé. Le milieu de terrain. Alors là, par contre, on va rentrer dans le truc qui fâche. Mais Kangin, c'est pas possible. Kangin, c'est pas possible. Il a, il a, il a fait plutôt, moi j'ai trouvé une bonne première mi-temps, enfin une mauvaise première mi-temps, Kangin Lee. La deuxième mi-temps, avant sa sortie, je crois qu'Kangin Lee était bien meilleur. Jusqu'à sa sortie à la
68e. Je trouvais qu'il faisait plutôt un match correct, mais les 5 dernières minutes avant sa sortie, c'est pas possible. Il doit mieux faire, Kang In-lee. Il doit mieux faire. Il a eu un gros raté en première période, mais je pense que de toute façon, il y avait une position de hors-jeu, donc je sais pas si si Kang In-lee marque, le but serait validé, aurait été validé, je n'en sais rien du tout, et voilà. Donc Kang In-lee, pour moi, je commencerai par lui, moi je lui mets un 5 sur 10. Je vais être indulgent quand même avec Kang In-lee, parce que pour moi, Kang In-lee, il doit rester à ce poste de milieu de terrain. Il doit pas jouer en attaque. Et heureusement, j'ai cru un 4-2-4 à un moment donné, mais finalement, on a vu que on était dans un 4-3-3 et Kang In-lee est au milieu de terrain, mais il doit pas être Kang In-lee ne doit pas être à gauche de ce milieu de terrain. Il doit être à droite, ou en tout cas au centre. Parce que Kang In-lee, c'est pas le genre de gars qui va t'amener des situations offensives. Et voilà. Pour moi, ce milieu de terrain-là, Kang In-lee, Vitinha, Zahir Emery, dans l'ensemble, je vais pas leur taper dessus à Kang In-lee, Vitinha, mais ils doivent faire mieux et c'est important. Voilà. Donc, Kang In-lee, je lui mets 5. Vitinha, je lui mets un 6 sur 10 parce il a fait un match vraiment intéressant. Je vais pousser éventuellement à 7 sur 10 parce que sa deuxième mi-temps, il fait quand même de très très bonnes choses. Il a vraiment apporté et c'est important. Par contre, Zahir Emery. Mais ce gamin, il est indispensable à ce PSG. Il est clairement, pour moi, l'homme du match. C'est un 9 sur 10 pour Zahir Emery. 9 sur 10, voire même 10 sur 10. Il a fait un match parfait. Il a été excellent. Il a été parfait pour moi, Zahir Emery. Dans les ressorties de balles, sous pression, il avait 4 voire même 5 joueurs sur lui pour l'encercler, pour le harceler avec le ballon. Il bouge pas. Il ne bouge pas, il est présent. Bon, il y a eu quelques petits moments de creux où il a perdu quelques fois des ballons un peu faciles, mais son match, globalement, Zahir Emery, il est exceptionnel. Et là, par contre, je suis désolé et je le maintiens, c'est quand même inquiétant de voir que c'est un gamin de 17 ans qui te permet de te sauver en Ligue des Champions. C'est quand même inquiétant. Et pourquoi je trouve ça inquiétant? Parce que quand tu vois les joueurs que tu as en attaque comme Barcola, Kolo Muani et Kylian Mbappé, c'est quand même inquiétant. Parce que si tu dois t'en remettre à un gamin de 17 ans pour gagner des matchs en Ligue des Champions, ou même ne serait-ce que pour gagner la Ligue des Champions, c'est quand même pas normal. Alors, j'ai adoré le match de Zahir Emery, je suis pas en train de critiquer Zahir Emery, mais dans l'ensemble, il va falloir quand même régler des choses en attaque. Parce que si tu dois t'en remettre à Zahir Emery sur le plan offensif pour marquer des buts, va falloir quand même qu'on m'explique. Voilà, mais bon. On va pas non plus tirer à balles réelles sur Barcola, Mbappé et Kolo Muani, parce qu'il faut reconnaître un truc, c'est que l'attaque a mis de l'envie. C'est qu'il y a eu de l'envie sur ce match. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu de l'envie, et c'est pour moi ce qui compte dans les faits. Voilà, tout simplement. Alors, je finirai avec Mbappé, je vais parler des deux attaquants de côté. Je vais commencer d'abord avec Kolo Muani. Pour moi, Kolo Muani a fait un match exécrable. Pour moi, Kolo Muani a fait un match exécrable dans ses contrôles, dans ses prises de balles. Il n'a pas vraiment réussi beaucoup de dribbles. L'avantage le seul petit point positif, c'est qu'il a réussi au physique. Il a été meilleur que les joueurs de Dortmund. Faut être honnête. Et jusqu'à sa sortie, il a mis de l'envie, il a mis de l'impact physique quand même, qui a été important pour ce Paris Saint-Germain-là. Je vais être indulgent avec lui quand même, pour le coup. Il a été mauvais, même si je trouve qu'il a fait une mauvaise première période, sa deuxième mi-temps est quand même, faut être honnête, bien meilleure. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Je vais quand même lui mettre un 6 sur 10, rien que pour sa deuxième mi-temps. Parce qu'il a été plutôt intéressant, il a été plus qu'intéressant en deuxième mi-temps. Il a quelquefois donné de bons ballons, il a raté des face-à-face quand normalement quand il était avec Francfort, ce genre de face-à-face, il mettait systématiquement la balle au fond.
Et je pense que Luis Enrique devrait prendre sous son aile Kolo Muani et il devrait prendre sous son aile tous les joueurs d'attaque et les faire travailler à fond, à fond, à fond, à fond devant le but. Mais aussi, ils doivent leur faire travailler leur jeu de passe parce que ce n'est pas possible d'être aussi mauvais dans le jeu de passe. Parce que ce soit Kolo Muani et Barcola sur leur côté, le jeu de passe n'a pas été bon sur ces deux joueurs-là. Voilà, c'est... Voilà. Mais au-delà de ça, ils ont provoqué un déséquilibre et ils ont essayé au mieux de remplacer Ousmane Dembélé, mais on voit qu'Ousmane Dembélé manque à ce Paris Saint-Germain et c'est effrayant. Voilà, c'est effrayant. Donc Kolo Muani, je vais lui mettre entre 5 et 6 sur 10, mais je vais lui mettre plutôt 5. Pour moi, c'est quand même un match moyen de Kolo Muani, mais bon, je trouve que petit à petit, il commence à bien s'adapter au Paris Saint-Germain. Il commence à être bon avec le Paris Saint-Germain. Et même en Ligue 1, je trouve qu'il fait de bonnes prestations. Et j'espère que ça va continuer. Et j'espère que ça va continuer comme ça pour Kolo Muani. Barcola, pour moi, il a fait un bon match, mais c'est pas non plus exceptionnel. Je lui mets 7 sur 10. Je lui mets quand même 7 sur 10 à Barcola. Parce qu'il a foutu un bazar monumental sur son côté gauche. Le temps que Barcola était à gauche. Et après, ça a été au tour d'Mbappé. Parce qu'à partir du moment où Mbappé était sur son côté gauche, Mbappé, il a fait mal. Mbappé, il a fait mal, tout simplement. Faut dire ce qui est. Donc, voilà. Et Barcola, pour moi, a fait un bon match. Il a été bon, Barcola, mais il n'a pas été non plus exceptionnel. Parce qu'il a manqué beaucoup dans son jeu de passe. Il n'a pas toujours fait les bons choix, notamment en première mi-temps. Mais Barcola, même si, bon, en première mi-temps, on va pas non plus lui taper dessus parce qu'il a son petit crochet sur le défenseur central, son petit crochet qui a mis deux défenseurs dans le vent et ça frappe sur le poteau où il met complètement aux fraises le gardien Kobel de Dortmund. Bah, si cette frappe est mieux enroulée, je te garantis que le Barcola, c'est limite si on lui fait pas une statue au Parc des Princes, hein, clairement. Donc voilà. Et c'est important. C'est important. C'est comme ça. Ensuite, on va parler d'Mbappé. Et là, par contre, je pense qu'il va falloir qu'Mbappé il travaille son jeu de passe parce que son jeu de passe a été catastrophique tout le match. Il a été très mauvais sur son jeu de passe. Mais par contre, je reconnais qu'effectivement, Mbappé a fait un bon match ce soir. Hier soir. Il a fait un bon match. Moi, je vais lui mettre comme son maillot. Je voulais lui mettre au départ 4 sur 10 de par sa première mi-temps. Mais sa deuxième mi-temps, je lui rajoute 3 points. Je lui mets 3 sur 10. Je lui mets 3 sur 10. Je lui rajoute 3 points de plus. Parce que franchement, en deuxième mi-temps, l'attitude qu'il a eue, ce qu'il a apporté offensivement avec le Paris Saint-Germain, au PSG, offensivement, deuxième mi-temps, ça a été très bon. Maintenant, il doit faire mieux dans ses prises de décision en un contre un. Il doit mieux faire dans son jeu de passe. Il doit s'améliorer à ce niveau-là et ça c'est important. Alors le jeu de tête on s'en fout parce que ce sont pas ses qualités premières. Il doit s'améliorer et je pense qu'il doit améliorer son jeu, ses vraies qualités dans son jeu de vitesse, de prise en profondeur. Parce que comme ça, s'il arrive à varier son jeu en profondeur, dans ses appels, s'il varie bien ses appels de balles, je pense qu'aucun joueur sur cette planète football ne peut arrêter Kylian Mbappé quand il part en profondeur et en vitesse pure. Pour moi, en vitesse pure, il n'y a aucun joueur à l'heure actuelle qui peut rivaliser avec Mbappé. Voilà, tout simplement. Même si je pense qu'il doit s'améliorer dans ses appels de balles, il doit s'améliorer. En tout cas, essayer de faire un petit peu plus de gestes en mode hey, je suis démarqué, il faut que tu me passes la balle. Je pense qu'il doit s'améliorer dans ça et il doit s'améliorer dans le jeu de passe. Voilà, tout simplement. Voilà. En tout cas, voilà, c'est tout pour ce débrief.
Je vais quand même aussi parler de l'arbitre qui a oublié 2 pénaltys pour le Paris Saint-Germain parce qu'en première mi-temps, il y a une faute sur Kolo Muani ou une première faute sur Kolo Muani où il se fait bouger et l'arbitre ne donne pas penalty. Après, il y a une autre action où Kolo Muani part tout seul au but. Il se fait découper dans la surface et il n'y a même pas faute. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Il y a pour moi 2 pénaltys non sifflés. Alors, est-ce qu'on pourrait considérer que ce n'est que justice par rapport au match de Newcastle où le penalty, j'ai revu les images et effectivement le penalty est discutable. Le penalty est discutable, mais c'est pas un scandale de le siffler. Pour moi, c'est pas un scandale de le siffler, contrairement à ce que pensent les supporters de Newcastle et ce que pensent, ce que pensent en général les supporters anglais. Voilà. Donc voilà. Donc dans l'ensemble, on peut dire que l'attitude de l'équipe a été bonne. À part les 10 dernières minutes où le PSG a joué vraiment petit bras, où ça a été scandaleux, mais vraiment scandaleux. Mais malgré tout, je pense qu'on peut parler de qualification miraculeuse quand même pour le Paris Saint-Germain dans le scénario, mais pas dans le contenu. Parce que je trouve que dans le contenu du match, le PSG a été très bon, mais vraiment très bon. À part quelques joueurs qui ont été vraiment discrets et en retrait, comme Achraf Hakimi, comme Kang In-lee, et Kolo Muani. Mais sinon, dans l'ensemble, le match a été très bon. Sur les autres joueurs ont été bons. Les autres joueurs ont été bons et ça fait plaisir. Voilà, tout simplement. Voilà. Je n'ai rien de plus à dire à ce niveau-là. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Parce que ça fait déjà 30 minutes de vidéo. J'ai été très très long, mais j'ai voulu essayer de développer un minimum. Merci à tous. À très bientôt. Allez, Paris pour les 8e de finale. Parce qu'il faut supporter les clubs français en Coupe d'Europe. Vendredi, il y aura le débrief du match de Marseille. Il y aura le débrief du match de Marseille demain face à Brighton. Voilà. Donc il y aura le retour des débriefs foot. Donc ça fait que ça fait du bien. Il y aura entre-temps les vidéos top, mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à très bientôt. La seule petite chose que je vous rajouterai en plus, c'est que le 24, il n'y aura pas de vidéo. Je tenais à le dire, le 24, il n'y aura pas de vidéo. À part une review de spécial film de Noël. Voilà, je tenais à vous le dire. Le 25 non plus, il n'y aura pas de vidéo, à part peut-être pour vous faire part des cadeaux que j'aurais eu à Noël, évidemment. Et voilà. Et aussi, c'est pareil pour le nouvel an, il n'y aura pas de vidéo le 31 décembre au soir. Il n'y aura pas de vidéo parce que je trouve que ce serait un manque de respect de faire une vidéo le 31 au soir. Et voilà. Et le